Bonjour à tous, hein. Que les éléments que je vais vous présenter, en fait, c'est essentiellement extrait des données et des documents du BRGM. Bon, j'ai quitté le BRGM depuis 10 ans maintenant, mais c'est toujours plus ou moins d'actualité. La géologie et l'hydrogéologie ne changent pas si fréquemment que ça. Les données sont publiques, ont été publiées, et notamment dans un petit fascicule que vous avez à l'écran, là, les eaux souterraines en Poitou-Charentes. Et ce que je voulais préciser en préambule, c'est quand même que je parle pour mon propre compte, c'est-à-dire que compte tenu qu'il y a peut-être il y a des discussions, on va dire, un peu virulentes en cours sur certaines problématiques, ce que je vais dire n'engage que moi et pas le BRGM du tout. Donc c'est l'ex-région Poitou-Charentes, avec les Deux-Sèvres, la Vienne et les Deux-Charentes. C'est surtout ce qu'il faut retenir, une région de seuil, donc une région charnière entre deux bassins qui sont le bassin de Paris et le bassin aquitain, et deux massifs anciens qui se sont structurés il y a à peu près 300 millions d'années avec l'orogenèse hercynienne, donc massif armoricain. Donc surtout, ça c'est important, c'est-à-dire c'est une zone de seuil où les formations sédimentaires qui recouvrent les terrains cristallins sont pas forcément très profondes, du moins dans l'axe au niveau de ce seuil. Sur le socle cristallin, en fait, vient en général essentiellement les terrains du Jurassique inférieur, du Lias, qui repose directement sur le socle. Il n'y a pas, a priori, sauf dans les extrémités sud et nord, de Permien ni de Trias, d'autant plus qu'on connaît, comme on est en zone profonde, on connaît quand même moins bien la géologie dans ces secteurs-là. Le Jurassique, en fait, inférieur, le Lias, comporte à la base, surtout à la périphérie des deux massifs anciens, essentiellement des faciès de bordure. Donc, on va trouver des dolomies, des grès, des calcaires. Ce sont des faciès relativement variés. Et c'est un des premiers aquifères que l'on va rencontrer dans la région, donc le plus profond. C'est l'aquifère qu'on appellera infratoarcien, parce que cet aquifère est protégé par des marnes toarciennes. C'est classique au niveau de la métropole, hein, de trouver ce genre de formation qui correspond à un phénomène transgressif. Donc en bordure du socle, notamment, je ne sais pas si certains connaissent la réserve de Thouars, mais à Thouars, par exemple, le pliant bachien est très réduit et les marnes viennent quasiment directement sur le socle, y compris côté Charente, à Roumazières, où on a les marnes qui viennent directement aussi sur le socle. Au-dessus, on va trouver en fait des calcaires essentiellement de plateforme, les calcaires du Dogger, qui sont des calcaires, beaucoup de calcaires oolithiques, des calcaires de plateforme classique, sur une puissance de l'ordre de 80 mètres à peu près, 50 mètres à 80 mètres. Et ensuite, on va trouver au-dessus le Jurassique supérieur, qui est assez épais en Charente, qui peut atteindre 500 mètres, qui va jusqu'au sommet en Charente avec du titonien. Ce sont essentiellement des calcaires marneux ou des marnes, assez épaisses. Dans le bassin de Paris, on a une épaisseur un peu moins importante, surtout qu'elle est tronquée par une érosion, le Crétacé venant Crétacé supérieur, parce qu'il n'y a pas de Crétacé inférieur, puisqu'il y a une régression finie jurassique. Crétacé supérieur, le Cénomanien, vient directement sur ce Jurassique. Donc il vient même directement sur l'Oxfordien ou dans le bassin de Paris. La transgression Crétacé s'amorce essentiellement par des faciès très sableux à la base. En Charente, on parlera d'infracrétacé parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un peu de Crétacé inférieur. Et puis ensuite, ça évolue vers des calcaires de plateforme. Le Crétacé moyen, c'est des nettement calcaires. Le Crétacé supérieur est marno-calcaire. Et puis, vous avez ensuite Huronien et Cognassien qui sont nettement calcaires. Et puis ensuite, au-dessus, Santonien et Campanien qui sont principalement marneux. À noter qu'à la fin du Campanien, ce qu'on appelle le Campano-Maestrichien, ce sont des calcaires bioclastiques qui sont également aquifères. Donc, dans ces formations, calcaire, on a un multicouche en fait crétacé que l'on va surtout utiliser, exploiter en Sud-Charente. Alors au-dessus, après, on a un phénomène régressif, comme enfin, bien connu en métropole.
Et ensuite, on a ce qu'on appelait dans le temps le sidérolithique, c'est-à-dire des faciès sableux à l'Éocène, des calcaires lacustres, notamment l'Oligocène. En fait, tout un ensemble qu'on voit apparaître au sud et au nord de la région. Alors, au niveau structure, on a en fait ces bassins et ces massifs sont traversés par un grand nombre d'accidents. Alors, on voit surtout des accidents armoricains qui sont en gros nord 140, hein, nord-ouest, sud-est, et un accident qui les recoupe en fait, qui est un accident nord 160 à peu près, qui correspond à un grand accident qu'on va retrouver jusqu'en Cornouailles, en fait, quand on regarde la carte géologique de France, et qu'on va retrouver au sud, en Dordogne, même jusque dans la vallée de la Garonne. On a ces accidents nord 160 qui recoupent les accidents armoricains. C'est essentiellement des phénomènes d'ailleurs de cisaillement, enfin de transtension. Et ça a joué vraisemblablement récemment à l'Oligocène, c'est sûr, peut-être au Miocène. Donc, si on fait une coupe dans la coupe qui correspond au pointillé que vous avez vu précédemment, on a en fait cet effondrement du socle qui figure ici en violet par ces failles armoricaines que vous voyez, donc tout en panneaux en fait qui sont donc plus ou moins oblique en fait. Et puis pareil du côté du bassin parisien. Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'au niveau, quand même, on a en général, les couches sont subhorizontales, mais on a au niveau de la Charente, on l'a mal vu, on pouvait le voir tout à l'heure sur les cartes, on a un ensemble d'anticlinaux à grand rayon de courbure, c'est l'anticlinal de Jonzac. Ici, on a le synclinal de Saintes. Donc, ça se marque nettement dans la topographie de ce secteur de Charente. Voilà, alors cet ensemble-là, donc je l'ai évoqué, on va avoir plusieurs aquifères superposés. On a le lias inférieur, je l'ai dit, donc faciès de bordure, donc un aquifère, ce qu'on appelle l'infratoarcien. On a les calcaires du Dogger, que l'on appelle aussi supratoarcien. Et dans les formations marno-calcaires du Jurassique supérieur, on va avoir en fait le développement, on va y revenir plus dans le détail, on va avoir le développement d'une fissuration intense jusqu'à peu près 20 à 30 mètres de profondeur, qui va faire qu'on va avoir un aquifère libre en fait, et plus ou moins productif et très utilisé notamment pour l'agriculture. Et dans le Crétacé en Sud-Charente, comme dans la partie nord de la région, on va avoir donc un multicouche dans lequel on va exploiter le cénomanien qui est plus ou moins protégé, le turonien cognacien, et puis je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du Campanien, on a aussi donc ça concerne l'extrémité sud de la région, ce qu'on appelle le campano-maastrichtien. Et dans les sables et calcaires, éocènes, oligocènes, on va avoir des nappes localisées, mais assez peu productives. Donc, cette carte me paraît intéressante parce qu'elle superpose en fait le réseau hydrographique et vous voyez que sur le socle et secteur de socle, ce réseau est particulièrement dense, donc ça c'est classique, un ruissellement nettement dominant. Il y a très peu de ressources souterraines. Sur les sables, marnes et argiles que l'on va retrouver au nord dans le tertiaire et au sud, on va avoir effectivement un réseau qui est relativement dense. En revanche, sur la partie centrale, où on va avoir essentiellement les calcaires du Dogger qui vont affleurer, on va avoir effectivement un réseau assez peu dense. Les vallées sont très encaissées dans ces calcaires, donc en général, notamment c'est dans la vallée du Clin, jusqu'aux marnes du Toarcien. Dans la partie médiane, où on va avoir des calcaires du Jurassique supérieur, donc fissurés, on va avoir un réseau hydrographique moyennement dense, on va dire. Euh, et dans les calcaires du Crétacé, on va avoir aussi un réseau assez peu dense avec des circulations souterraines assez importantes. Alors ça se concrétise en ce qui concerne les aquifères karstiques, donc le Dogger et au sud les calcaires du Crétacé supérieur, par des échanges entre bassins versants, des pertes. Donc là, je vous ai mis les pertes reconnues, les plus importantes.
Alors, j'ai oublié de mentionner que dans le Jurassique supérieur, à l'est d'Angoulême, on a des faciès qui sont plus calcaires, avec enfin, un récif, enfin, des milieux récifaux qui ont perduré depuis le Dogger dans le Jurassique supérieur. Donc, l'Oxfordien, par exemple, est calcaire. Euh, et le Kimméridgien, on peut trouver aussi des récifs. Donc, on va avoir ici ce qu'on appelle le karst de la Touvre. Et là, avec des pertes importantes connues, là, vous avez la Tardoire, hein, la photo donc sur la droite, des pertes de la Tardoire, des pertes du Bandia, des pertes de la Bonnière aussi au nord, qui vont se retrouver sur la Touvre. Alors, la Touvre, c'est la moitié du débit de la Charente à Angoulême en été. Donc, le débit d'étiage, quand même, se situe autour de 5 mètres cubes seconde en mois de septembre. Vous avez des pertes reconnues aussi entre la dive du sud ici, que l'on va retrouver dans la Sèvre niortaise. Ici aussi, au niveau entre le bassin du Touet, enfin la dive du Nord et le bassin du Clin. Ici, la limite entre la Vienne et le bassin du Clin est assez variable, mais le bassin de la Vienne donc, pénètre grandement sur le bassin souterrain de la Vienne pénètre sur le bassin topographique du Clin. Et ici au sud, on a des pertes de la Cèdre, par exemple, que l'on va retrouver en bordure de Gironde. On a aussi des pertes du Nez qui vont se retrouver dans la Seine. Donc pour vous dire qu'il y a des bassins qui sont déficitaires et des bassins qui sont naturellement excédentaires. Donc en bleu, vous avez les excédentaires et en rose, vous avez les déficitaires. Pour vous donner un exemple, les bassins du Nez ici et de la Seigne sont des bassins qui ont à peu près les mêmes superficies. Et le Nez, en plein été, atteint difficilement les 100 litres seconde en matière de débit d'étiage, alors que la Seigne, qui est à côté, le débit d'étiage de l'ordre du mètre cube seconde. Alors, autre aquifère dont je vous ai parlé un peu singulier, c'est les aquifères en fait fissurés qui se développent dans les calcaires et les marnes donc du Jurassique supérieur. Vous avez une petite coupe là qui vous montre en fait que il y a une pellicule qui fait à peu près 20 à 30 mètres, je l'ai dit tout à l'heure, en surface, donc qui est altérée, fissurée. Vraisemblablement, cette fissuration provient des phénomènes glaciaires, donc, puisqu'on est à la périphérie des grandes glaciations, avec des phénomènes de glaciation, de déglaciation. Et cette fissuration pénètre assez peu profondément. Euh, le substratum, hein, différemment de la stratigraphie, euh, va être bleuté, donc on ne va pas avoir de circulation d'eau, c'est des faciès réduits. C'est ce qu'on appelle le banc bleu au niveau du en forage. Vous avez ici une illustration, c'est une coupe qui est prise en bordure de la voie rapide à Angoulême. Vous voyez ici, en fait, la zone fissurée en marron, beige, avec des circulations dans les joints de stratification. Puis ici, vous voyez la partie qui n'est plus aquifère, qui limite vers le bas, là, ces aquifères fissurés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le banc bleu. Alors, ces aquifères, en fait, ils présentent toujours des cycles annuels, hein. Donc, il n'y a pas de problématique en matière de descente en matière pluriannuelle, hein. En fait, la ressource se reconstitue d'une année sur l'autre, mais avec quand même des inerties plus ou moins fortes. Vous avez trois graphes qui vous montrent des inerties sur plusieurs années, hein. Donc, c'est un graphe au Dogger, hein, dans le bassin de la Dive du Nord. Ici, vous avez des inerties un peu moins importantes, mais quand même assez importantes, sur à peu près un an. Vous voyez ici les années 2005 où il n'y a pas eu de recharge entre 2005 et 2006, on n'a pratiquement pas de pic cette année-là. Puis ici, vous avez le Jurassique supérieur, donc milieu fissuré, avec des cycles donc très rapides sur à peu près un mois. Enfin, ce sont des cycles annuels, mais si vous voulez, les recharges et, et, enfin, les vidanges se font sur à peu près un mois, 1 à 2 mois. Retenez, ce sont des ordres de grandeur. Là, vous avez une carte des points d'eau en fait issus de la BSS.
donc sur la région Poitou-Charentes, donc sur le socle, très peu de ressources souterraines, donc très peu de points. Mais vous voyez que dans la partie, alors les points, en fait, correspondent, les couleurs des points correspondent aux nappes. Rose, c'est l'infratoarcien. Jaune, orange, c'est le Dogger. Bleu foncé, ce sont les points au Jurassique supérieur. Et puis, dans des versions différentes de vert, vous avez les aquifères du Crétacé supérieur. Donc, vous voyez que dans la partie centrale, on va avoir à la fois des captages au Dogger, donc en général la nappe est libre, et à l'infratoarcien, et la plupart du temps, la nappe est nettement captive. Et puis pareil, dans les Charentes, vous avez des points un peu plus clairs qui sont des points au Turonien cognacien et des points plus foncés qui sont des points au Cénomanien. Donc vous exploiterez ces deux aquifères qui vont se superposer. En général, dans ces secteurs-là, on va viser les aquifères les plus profonds pour l'eau potable, qui sont aussi les plus préservés. Ce qu'il faut dire, c'est que, en gros, en fait, c'est ce que j'ai mis en texte, les, les prélèvements pour l'eau potable et les prélèvements pour l'agriculture sont à peu près équivalents, mais on va avoir quand même des équilibres annuels dans la mesure où ces prélèvements pour l'agriculture se font donc en été essentiellement, donc sur 3 ou 4 mois estivaux, enfin de mai à septembre, oui, mai à septembre. Et donc, vous allez avoir un impact sur les nappes et les cours d'eau qui est assez important donc, dans ces secteurs-là. Vous avez ici un piézomètre. Donc là, c'est issu du modèle Bergem dont on va reparler. Mais quand vous voyez en fait le mesurer, c'est en gris ici. Et quand on arrête, quand on modélise l'absence de prélèvement, vous voyez qu'on a des niveaux bien supérieurs. Donc on a une descente importante, hein, là, sur plusieurs mètres, hein, du niveau du piézomètre dû à ces prélèvements agricoles. En matière de qualité, donc assez rapidement, Poitou-Charentes est quand même réputé pour avoir des gros problèmes en matière de qualité. Bon, ça, c'est l'état de la première nappe. Alors, le slide est assez ancien, enfin, la carte est assez ancienne, puisqu'elle date de 2012, mais en fait, on a eu des améliorations depuis, mais elle reste encore d'actualité. Vous avez quand même des nappes où on dépasse très souvent le 50 mg par litre, ou même constamment le 50 mg par litre. Et vous avez une dominante d'orange où on est pas loin de 50 milligrammes par litre. Et en fait, pratiquement toute la région est concernée par une problématique nitrate. Ici, où les captages sont dans le Jurassique supérieur pour la ville de La Rochelle, par exemple, on a actuellement de gros soucis d'alimentation d'eau potable. Pour les pesticides, cette carte en fait concerne uniquement le bassin de la Charente et est basée sur une centaine de sources qui ont été analysées dans les années 2010-2011. C'est pour en fait montrer que en matière de pesticides, la taille des points en fait mesure enfin, correspond aux valeurs les plus importantes mesurées lors de ces campagnes. Vous voyez que, en fait, il y a une correspondance et c'est pas normal entre la présence de vignes et la présence de pesticides. Et on termine avec ce slide, effectivement, on voit que ce problème vis-à-vis des nitrates, alors le graphe s'arrête là en 2009. Mais on voit que en 1993, déjà, il y avait des problématiques nitrates, donc le problème de la qualité des eaux souterraines en Poitou-Charentes est pas récent. Il faut être positif, on a tendance maintenant à avoir baissé quand même ces teneurs. Alors, rapidement pour les eaux potables, en fait, en Vienne, donc on a vu qu'on avait des points, enfin en Vienne, Sud-Vienne, Nord-Charente, et un peu en Deux-Sèvres. On a deux nappes que l'on utilise, la nappe du Dogger et la nappe de l'infratoarcien pour l'eau potable. L'une étant bien protégée sous les manteaux arsiennes avec pas peu de problèmes de pesticides ou de nitrates, un problème de fluor notamment. Et le Dogger qui est souvent donc contaminé en nitrate, moins en pesticides, on trouve moins de pesticides sur les zones céréalières.
En- Dans la partie qui est médiane, concernée par des affleurements de Jurassique supérieur, beaucoup de captages ont été abandonnés, je pense notamment en Charente-Maritime, même en Charente. Et je parlais de La Rochelle, où on avait des ressources qui posent problème actuellement. Donc on a une forte problématique, d'autant plus que la nappe est affleurante et peu profonde. Quand le Jurassique est épais, on s'aperçoit qu'on a assez peu de ressources en profondeur dans le Dogger et dans l'infratorsien. Bon, je mets à part le cas particulier du quart de la Tour, avec un prélèvement important, notamment sur le captage de la Tour, qui alimente en eau la ville d'Angoulême. Et ensuite, Charente, j'en ai parlé, donc on va chercher les eaux dans le Cénomanien et dans le Turonien cognacien. Il y a une forte concurrence avec l'agriculture, entre les forages agricoles et les forages pour l'eau potable. Ces formations sont souvent protégées par une plus ou moins épaisse couverture marneuse, mais qui sont en fait traversées par des failles et qui permettent en fait des transferts. Je pense à Saintes par exemple, ou la source de Lussera qui alimente Saintes par exemple. Il y a des contaminations en nitrate dans la nappe du Turonien, même malgré la présence d'une couverture marneuse. Alors j'en viens maintenant au modèle du BRM qui a servi de base à la gestion des prélèvements, et qui continue hein, à servir de base. Le BRGM a développé à partir des années 2000-2002 à peu près des modèles de gestion, donc un modèle que l'on appelle jurassique, hein, que vous avez devant les yeux, qui va du nord de la région jusqu'à la partie Crétacé supérieure de la Charente. Et il y a un modèle qui prend le relais au sud en modélisant uniquement le Crétacé supérieur. Donc, ce modèle, je vais présenter le modèle du Jurassique. Le modèle du Jurassique, il y a la couche, le socle, hein, qui est effectivement, on a incorporé dans ce modèle les bassins versants amont de manière à avoir assez peu de contraintes. Les seules contraintes que nous avons dans ce modèle, c'est la limite nord et la limite sud, où on a des potentiels imposés, c'est les mailles rouges ici, mais autrement, on a peu de contraintes dans le modèle, on fait pleuvoir sur cet ensemble. On a la recharge, on verra tout à l'heure comment. Et ce sont des modèles qui rendent, on va voir notamment des calages qui sont très bons. Donc, vous avez la nappe de l'infratorsien, les mares du Dogger, la nappe du Dogger, les mares du Torsien, pardon, la nappe du Dogger, le Jurassique supérieur imperméable, le Jurassique supérieur altéré, et l'ensemble que l'on a groupé ici dans ce modèle du Crétacé supérieur au Tertiaire. Là-dessus, il y a les rivières et on fait pleuvoir. Pour donner quelques chiffres sur ce modèle jurassique, vous avez 3050 kilomètres de cours d'eau, vous avez des chroniques mensuelles depuis 2000. Alors ça a été depuis que j'ai fait ce diaporama, ça a été actualisé. À l'époque, vous aviez 200 millions de mètres cubes en prélèvement par forage, 50 millions prélevés dans les cours d'eau, des lâchers de barrage que l'on inclut dans le modèle. Et la recharge était basée sur le maillage safran à 8 km à partir de calculs dans Gardenia, qui était ensuite introduit dans le modèle. Les calages, vous en avez là sur les chroniques piézométriques, hein, 87 chroniques piézométriques pour le modèle jurassique. Vous avez un très bon calage, vous voyez l'observer sur ce graphe-là, sur un piézomètre, l'observer mensuel et le modéliser en bleu. Et puis, on a aussi une bonne restitution en fait des débits des cours d'eau. Là, vous avez la Vienne près de Châtellerault, où vous avez les débits observés en rouge et les débits modélisés en bleu. Donc ça a permis de tester notamment les projets de retenue de substitution. Là, vous avez la boutonne. Ce que donnait le modèle, en fait, pour un pas de temps donné. Là, vous avez, par exemple, en janvier 2005, donc il y avait un projet de retenue où on prélevait en hiver. On avait un impact de l'ordre, vous voyez ici, de 500 litres seconde sur un débit de 13 mètres cubes seconde à ce moment-là, enfin, au mois de janvier.
Et au mois de juillet 2003, par exemple, vous avez un gain du fait que effectivement les retenues permettaient d'éviter les prélèvements dans le Jurassique supérieur essentiellement là. Vous aviez un gain de 250 litres seconde sur un débit de moins d'un mètre cube seconde. Et aussi de voir, en fait, le modèle permettait aussi, enfin, permis aussi de voir en fait l'impact des prélèvements agricoles. Là, vous avez en bleu sur un cours d'eau, là, sur l'Autise, donc au nord du Marais, la restitution avec prélèvement et la restitution sans prélèvement. Alors maintenant, j'ai quelques, à peu près 10 minutes pour vous parler du Marais Poitevin. Donc, le Marais Poitevin, c'est une cuvette en fait qui est en partie anthropisée, donc qui a été aménagée et qui actuellement enfin, comporte de grandes parties. C'est ce qu'on appelle le marais desséché, qui du fait de la topographie, en fait, c'est la partie plutôt centrale de la zone du marais, donc c'est ici en vert. Et puis ce qu'on appelle le marais mouillé ici, ce sont les bordures nord notamment, et puis toute la partie de la vallée de la Sèvre niortaise. Et puis un peu au niveau des cours d'eau, hein, en amont des cours d'eau, le Curé, Mignon aux Anses ici. Donc il faut quand même rappeler que, il y a à peu près la dernière glaciation du Wourm, le maximum glaciaire date à peu près de 22 000 ans. À l'époque, on avait le niveau de la mer à peu près à 130 mètres plus bas qu'actuellement. Donc ça veut dire que le littoral était situé à plusieurs dizaines ou à 100 kilomètres au large de la côte actuelle. Et donc c'est à ce moment-là qu'a eu lieu les creusements. Alors, après la phase glaciaire donc, du Wurm, on a eu quand même ça s'est pas réchauffé immédiatement, et on a eu des épisodes, des petits épisodes glaciaires jusque autour de moins 12 000 ans à peu près, où là, on a vu remonter significativement la mer, donc ce qu'on appelle la transgression flandrienne. Donc, le marais Poitevin, en fait, et en fait, illustre cette histoire avec un niveau de la mer qui a été à son maximum il y a à peu près 5500 ans. Donc, il y a eu la translation flandrienne, et vers 5500 ans, le niveau de l'eau était supérieur à ce qu'on enregistre actuellement, puisqu'on avait des côtes à peu près de l'ordre de 2 à 3 mètres NGF sur tout le littoral atlantique, notamment sud-ouest. Donc on avait un golfe, ce qu'on appelle le golfe des Pictons, qui remontait quasiment jusqu'à Niort. Et à partir de 5500 ans, la transgression s'est ralentie, ce qui fait que les apports continentaux ont pris le dessus sur la remontée de la mer. Ça ne veut pas dire que la transgression soit arrêtée, mais c'est un ralentissement de la transgression qui fait qu'à ce moment-là, on a eu tendance au retrait de la mer à partir de cette époque-là. Donc ensuite, l'homme a accompagné ce retrait et effectivement a aménagé le marais avec, vous voyez ici, des fossés, des canaux, et notamment en s'appuyant, il y a le canal des Hollandais, donc ce qui montre que nos amis hollandais ont participé en fait nous ont aidés dans cette conquête sur la mer. Alors tout ça pour dire en fait que le marais mouillé que vous avez vu tout à l'heure, la périphérie nord essentiellement, correspond en fait sous ce marais mouillé, hein, sous le quaternaire, on va avoir, et en bordure du quaternaire, on va avoir les formations du Dogger qui sont en bleu moyen ici, l'infratoarcien étant en bleu plus soutenu, et puis le Jurassique supérieur étant en bleu clair. Donc le marais, en fait, est relativement dissymétrique. Au nord, on va avoir assez de relief avec des rivières plus ou moins encaissées, le Lay, la Vendée, l'Autise. Et au sud, on va avoir des reliefs plutôt mous, hein, c'est la Saintonge, avec des ruisseaux aussi comme le Curé ou, je disais tout à l'heure, Mignon-Courance. Donc les zones en fait plutôt humides vont se correspondre en fait à cette bordure dans les formations du Dogger.
Alors, en matière de prélèvement, vous avez ici une carte des prélèvements des forages. Vous voyez que les forages, il y en a assez peu au niveau du marais, hein. Ils sont tous à la périphérie, hein, du marais, donc avec des prélèvements très importants, donc dans le Dogger, dans l'infrato arcien aussi, au nord du marais, et des prélèvements au sud qui vont se faire dans le Jurassique supérieur. Donc, vous avez quelques chiffres qui ont été rentrés dans le... Alors là, je vais vous montrer un petit film qui a été réalisé avec le modèle, qui montre qu'en fait, dans les années, la problématique, dans le début des années 2000, enfin, et des années 90 aussi d'ailleurs, c'était que se créait en particulier au nord du Marais, une immense dépression due au prélèvement agricole. C'est les zones oranges là, que vous voyez ici, avec des valeurs du niveau de la nappe nettement au-dessus du 0 mètre NGF. C'est-à-dire qu'on arrivait à descendre jusqu'à moins 5 mètres NGF sur certains piézomètres. Donc vous aviez une dépression au niveau de Luçon et vous aviez une dépression au niveau de Longeville ici, donc pas très loin du littoral. Vous aviez aussi des petites dépressions dans le Jurassique supérieur, dans la partie sud. Donc là, je vais vous montrer en fait un petit film, ça doit pas, ce qui va passer assez rapidement. Vous allez avoir cette dépression mois par mois de 2000 à 2008. Et vous voyez, vous verrez que chaque été, on va avoir ce trou qui va se creuser notamment au nord du Marais, dû au prélèvement agricole dans ces années-là. Donc j'espère que ça va marcher. En fait, une dépression qui apparaît, hein, pendant les mois d'été, donc à partir des prélèvements agricoles, c'est-à-dire au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, et puis en hiver, on voit effectivement les apports des rivières qui se reconstituent. C'est un peu ce que vous avez vu sur le graphe tout à l'heure. Comme je vous le disais, partie nord du Marais, donc là vous avez une coupe à travers le Marais, hein. Partie nord du Marais, vous avez effectivement des sources en bordure issues du Dogger. Donc en hiver, donc ces sources vont venir alimenter le Marais mouillé. En été, du fait des prélèvements, vous avez cette dépression qui se crée et vous coupez l'alimentation du marais mouillé. Côté sud, en revanche, effectivement, on a la nappe du Jurassique supérieur ici, avec des relations assez étroites avec les rivières. Quand le niveau de la nappe descend sous les rivières, effectivement, les rivières sont à sec. C'est souvent le cas des rivières au sud du Marais. Donc, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est que en matière de gestion, on va utiliser les piézomètres à l'amont qui sont peu impactés par les prélèvements et qui vont nous donner une bonne image de l'état de la ressource, donc par rapport à la météo, par rapport à la pluviométrie. Et puis, dans la partie en bordure du marais, en revanche, la partie aval, on va avoir des piézomètres qui sont très impactés, donc on va pouvoir les intégrer dans une gestion des prélèvements. Et c'est ce qui est plus ou moins fait autour du marais Poitevin. Alors, on a utilisé le modèle du BRGM en fait pour tester les projets de retenue et notamment même les projets qui sont en cours de discussion, on va dire, en Deux-Sèvres. Là, c'est les projets sur Mignon-Courance. Donc, le modèle nous permettant, en simulant ces retenues, donc ça veut dire en remplissant ces retenues en hiver et en, en économisant autant d'eau en été. Donc, c'était des substitutions partielles et tous les prélèvements n'ont pas été supprimés. On avait quand même des gains assez intéressants à l'aval des bassins. Par exemple, ici, on est en septembre 2002. On voit qu'on gagne plus 275 litres seconde sur le Mignon à l'aval. Donc, c'était des gains
bon, c'est un travail assez important qui a été réalisé donc, dans les années 2000, autour des années 2010 et qui se poursuit encore, je crois, à ma connaissance. Donc, vous voyez ici des reconstitutions de chroniques, hein, avec différents scénarios qui permettaient de remonter le niveau de la nappe. Et alors, pour terminer sur ces problématiques qui sont particulièrement vives actuellement, je vous ai mis ici des graphes qui sont plus ou moins actualisés. Vous voyez ici, on est en 2020 et ça part de 90 à peu près. Vous voyez que sur ces graphes-là, bon, on descendait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des graphes pris au nord du Marais. On descendait nettement au-dessous de zéro, notamment sur celui-là, on était à -2. Sur celui-là, on est à -1. Sur celui-là, on est à 0 mètre NGF. Et à partir du moment où on a mis en place ces retenues, parce que les Vendéens ont été très rapidement dans les années 2000 pour construire des retenues, donc les dossiers sont passés relativement facilement à l'époque, et en 2 ou 3 ans, les retenues étaient faites. Quand vous vous promenez du côté du son, vous voyez plusieurs de ces retenues qui sont sur le plateau, là, parce que ce sont les, les écologistes appellent ça des bassines, mais ce sont vraiment des piscines ça n'a rien à voir avec les étangs collinaires que l'on peut voir, notamment dans l'Haut-Garonne, par exemple, il y en a beaucoup. Là, ce sont des piscines qui sont sur les plateaux, donc qui forment en fait des reliefs avec des digues assez importantes. Et là, à partir du moment où on a mis en place ces retenues, donc là, vers les années 2007-2008, on a vu remonter les graphes piézométriques autour du Marais. Donc là, la mise en place est plus tardive. Là, vous voyez remonter de -2 à peu près à +1. Donc ça veut dire que on, on a, disons, grâce à ces retenues, disons, améliorer l'alimentation en eau du Marais Poitevin, du moins au nord. Maintenant, il y a des projets actuellement au sud et, comme vous le savez, vers l'est en Deux-Sèvres. Ça montre en fait la problématique et c'est l'origine un peu de toute la cogitation qui a eu lieu dans ces années 2000 sur les solutions de retenue. Alors moi, je défends effectivement, hein, vous l'avez senti, je suppose, les retenues dans ce secteur-là. Il faut dire qu'à l'époque, on ne donnait pas forcément des avis positifs sur toutes les retenues parce que là, ce sont des nappes faible inertie, on va dire, c'est-à-dire où l'eau transite assez rapidement, notamment dans ces milieux fissurés, mais y compris dans le Dogger. Et quand on avait des projets de retenue où on allait capter les eaux de l'infratoire artien captives qui avaient, c'est sûrement plusieurs milliers d'années d'âge, peut-être, on n'a pas tellement de datation, pour remplir des retenues, c'était complètement absurde. Mais quand on a des eaux qui transitent très rapidement, on a affaire quasiment à des eaux de surface, en fait. Donc l'eau que l'on prélève en mois de janvier, février, de toute façon, au mois de mai, elle est partie. Voilà. Donc s'il y a des questions, je suis ouvert au débat. Il y a une question sur justement cette histoire de retenue, parce que là, on voit que l'eau qui est retenue repart, entre guillemets, dans la nappe dans les périodes sèches. C'est pour ça qu'on a un niveau plus élevé en été. Mais en fait, la question, elle est liée à ce qui est fait de l'eau dans ces retenues. Donc, dans les retenues que vous avez observées, cette eau, elle est utilisée comment pour revenir dans la nappe? En fait, quand on fait une retenue, on a supprimé les forages qui prélevaient dans la nappe en été. Donc, si vous voulez, en plein été, on a vu remonter, comme on n'avait plus de prélèvement, on prélevait dans la retenue plutôt que dans le forage. En fait, les forages servaient à remplir les retenues en hiver. Mais ça se substituait, ces prélèvements dans les retenues se substituent aux prélèvements que l'on faisait avant dans la nappe. Donc les niveaux d'eau en fait de la nappe sont remontés et les trous que je vous ai, enfin, le trou dont je vous ai parlé dans les années 2000
existe moins ou existe plus, puisque l'objectif en Vendée, c'était, d'après ce qu'on disait à l'époque, c'était d'essayer de substituer la quasi-totalité des prélèvements agricoles par des retenues. Donc, pour retrouver en fait un fonctionnement à peu près naturel enfin, même si c'est anthropisé quand même pas mal en surface, mais à peu près naturel du système. C'est une histoire de bilan, c'est surtout que, en fait, on augmente parce qu'on arrête de prélever dans la nappe au moment où elle est fragile. Tout à fait, tout à fait, du fait que la nappe a une faible inertie. Donc, quand on pompait, c'est pour ça que, si vous voulez, dans les années 2005, moi je me rappelle les réunions et les manifestations des agriculteurs à l'époque qui sifflaient le bergème. Bon, ça a un peu changé maintenant, c'est le contraire. Mais à l'époque, on se faisait siffler dans les rues de Niort parce qu'on disait aux agriculteurs, quand vous pompez dans la nappe, ben, vous impactez les rivières. Et ils avaient du mal jusque dans ces années-là où on a quand même subi une forte sécheresse entre 2003 et 2005, 2006. À ce moment-là, on avait quand même une mauvaise image de marque. Quand je dis on, c'est le berger, hein. Mhm. Et on disait aux agriculteurs, mais quand vous pompez dans la nappe, vous asséchez la rivière. Il y a très peu d'inertie. Donc, ils ont trouvé la solution, c'est les retenues de substitution, avec tous les bémols hein, qu'il faut. Après, ça c'est technique si vous voulez, et c'est hydrogéologique. Après, il y a d'autres débats sur les retenues, dans lesquels je ne vais pas rentrer. C'est qui finance, c'est pourquoi faire au niveau de l'agriculture, etc. C'est pas mon job de rentrer dans ces. Mais en termes hydrogéologiques, la substitution des eaux que prélevées en été par des stockages en hiver, autour du marais Poitevin, je précise, va dans le bon sens. Tu parlais de la sécheresse autour des années 2005. Est-ce que ça avait permis de mieux estimer le stockage et l'emmagasinement dans les différentes nappes de la région? Non, non, pas. Enfin, l'emmagasinement, le stockage, euh, à travers les modèles, en fait, la crise de 2003-2005 a permis d'améliorer la gestion et d'avoir des données nouvelles à travers notamment la gestion des prélèvements. Et je dois avouer qu'à l'époque, Poitou-Charentes, moi je me rappelle les échanges avec les administrateurs, avec la DDT, enfin, essentiellement ceux qui géraient l'eau, les prélèvements d'eau, c'était des gens à l'époque qui étaient sensibilisés à ça. C'était des régions qui étaient un peu pionnières dans la manière de gérer les eaux des eaux de nappe, comme les prélèvements en rivière d'ailleurs. Donc, je pense qu'on avait de l'avance. Donc ça a permis cette prise de conscience due à cette période de sécheresse. Surtout 2005-2006, on n'a pas eu de recharge, et là, ça a été tendu en 2006. Conséquence de la sécheresse de 2005, ça a permis d'avoir des données, de mettre en place euh, des, des gestions de prélèvements, donc d'avoir des prélèvements, même, je crois qu'actuellement c'est à la semaine, hein, quasiment, on consolide les prélèvements agricoles à la semaine, hein. Donc pour les modèles, c'est de mettre en place les modèles, de lancer des opérations, notamment avec le conseil régional à l'époque, et d'avoir des outils de gestion. Donc ça a permis d'améliorer la connaissance, d'expliquer, voilà. Mais autrement, sur les caractéristiques des nappes, on avait déjà beaucoup de données à travers les forages et pompages d'essai, etc. Merci pour cette présentation très claire. Alors, je travaille sur l'eau, mais pas forcément en tant qu'hydrogéologue, mais plutôt comme hydrogéophysicien, on va dire. On travaille pas mal sur le Brie, donc dans le marais Poitevin, et on se pose des questions sur les transferts horizontaux qui pourraient exister entre cette formation argileuse qui est le Brie du marais et puis les aquifères en bordure. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Quel est Alors, l'état des connaissances en trois mots sur cet aspect? en trois mots, oui, il y a eu des études, hein, il y a eu des études, il y a eu même une thèse là-dessus avec l'Université de Poitiers, avec Razak en matière de tuteur, avec plusieurs forages qui ont été faits à différents niveaux dans le Brie. Donc ça, il y a eu deux sites, je crois, avec des forages, pour essayer de voir un peu ces échanges. Chaque fois qu'on a fait, nous-mêmes, enfin nous, le BRGM, encore une fois, a fait un piézomètre du côté de Maran, qui traversait en fait le Brie, mais chaque fois qu'on a été sous le Brie, on n'a pas trouvé réellement de nappe.
On n'a pas trouvé d'eau. Enfin, j'ai pas, je vois Paul-Henri qui dit non ou qui dit oui. Mais moi, on n'a pas trouvé d'eau, nous, en général, sous le brie. Oui, je suis d'accord avec toi, Francis. Il y a pas d'aquifère dans le Dogger sous le Brie, en fait. Même Parce dans le que, Jurassique supérieur, hein, même, moi, je parlais du Jurassique supérieur, là. eh ben, dans le Calovien, il y a rien. Non, non, il n'y a On pas d'eau. trouve rien. Et même quand, même plus largement, quand il y a du Jurassique supérieur, qui est souvent épais, marneux, il y a peu de ressources dans le Dogger, et encore moins dans l'infratorsien, dans le bassin aquitaine. Enfin, connu, hein, maintenant, on ne sait jamais, mais connu. Je ne sais pas s'il faut poursuivre les recherches dans ce sens-là, mais bon, je ne sais pas. Bonjour Francis, merci pour la Bonjour. présentation. C'est pour compléter ce que vient de dire Philippe, parce qu'on travaille ensemble. Et j'ai mis dans le chat là, le titre de la thèse de Benjamin à Nangba. Quand on creuse dans le Brie, à partir d'une certaine profondeur, l'eau est salée. Et on a des concentrations en sel qui sont relativement élevées. Cette eau, c'est de l'eau fossile qui vient du moment du dépôt. Alors, à Maran, j'ai pas souvenir que l'eau était vraiment très salée, mais peut-être, je ne me rappelle plus. Il y avait un peu de sel, mais je ne sais pas si c'était. Mais c'est vrai que je connais à peu près assez bien le système flandrien sur la Gironde, par exemple. On a effectivement des eaux fossiles. Au Verdon, par exemple, il y a un Nous, dossier par exemple, on absolument. est vers le Poiré sur Velluire. Et Eh ben, et là, souvent, il y a de l'eau fossile, oui. ouais, donc c'est de l'eau fossile qui est Mhm. en même temps Qu'on que le qu'on- dépôt argileux. qu'on Et dit piégé au moment de la transgression ouais, c'est flandrienne. ça. Et alors, en Gironde, cette eau fossile a une caractéristique hydrochimique, c'est qu'elle est riche en ammoniac. Donc pour compléter ce que dit Philippe, et ce que vous avez dit aussi avec Paul-Henri, donc il n'y a pas d'aquifère en dessous, mais est-ce que latéralement, il y a des échanges entre là où il y a les sources et l'eau qui est dans le Brie, où il n'y en a pas beaucoup du fait que le Brie est peu conducteur? Non, il est assez imperméable, le brie. Oui, d'accord. Je pense pas qu'il y ait de... Il n'y a Le- pas d'eau dans le Ça brie. circule là où il y a des accès vers les canaux ou des drainages, et en dessous, ça circule pas. Voilà, exactement. Il y a eu un autre, je pense sur le marais de Rochefort. Il y a eu une grosse étude, notamment avec des piézomètres dans le Brie, à différentes profondeurs aussi. Dans le marais de Rochefort, dans les années 2, ça doit dater de l'année 2000, il y a des rapports du BRGM. Il y a une grosse étude qui a été réalisée à ce moment-là. Ok. Il faut chercher dans les rapports de 2000 autour du marais de Rochefort où il y a eu des dispositifs de fait, mais il n'y a pas d'eau. On n'a pas trouvé d'eau non plus sous le D'accord. Brie, hein, dans le Jurassique supérieur, là. Je voudrais préciser là par rapport à l'eau salée, ce qui a déclenché les choses est au moins du côté de la Vendée. Moi, surtout travaillé sur la bordure nord du Marais Poitevin. Dans les années 85, c'est là où on a découvert la ressource en eau qu'il y avait dans le Dogger sur la plaine de Fontenay-Luçon. Et on imaginait, comme c'était c'était une région qui était sèche avant, quand on a réalisé qu'il y avait de l'eau en quantité, les agriculteurs pensaient que c'était inépuisable. Donc, ils ont fait des forages en quantité, et notamment en bordure du marais Poitevin. Et le déclencheur, ça a été, c'est dans les années 85, ils pompaient du côté de Luçon, et à un moment donné, les maïs étaient tout grillés. Pour quelle raison? Ils pompaient de l'eau salée. Parce qu'ils avaient tellement déprimé la nappe qu'ils avaient sollicité l'eau salée sur laquelle flottait la nappe d'eau douce. Et c'est ça ce qui a engagé les réflexions à se dire bon ben on va un peu trop loin à déprimer la nappe et il faut réfléchir à autre chose. Et il y a une étude donc dans les années 95. Bon, il y avait un essai de modélisation qui avait été fait avec Marc Bonnet. Je me souviens à l'époque, c'est nous qui avions fait la piézométrie de cette bordure nord et qui servait à caler le modèle. Et Marc Bonnet n'arrivait pas à caler son modèle en prenant un niveau de référence de la mer égal au niveau actuel qu'on connaît. Et il a réussi à caler sa piézométrie à partir du moment où il a mis
un niveau pour l'eau salée 1 mètre au-dessus du niveau actuel. Et là, on a réussi à caler le modèle sans problème. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien effectivement une eau fossile, salée, qui reste dans le fond du golfe des Pictons, quoi, au moins en bordure. Pour la dépression de Longeville qu'on a vu tout à l'heure, là, on s'était quand même posé la question d'un biseau salé, parce qu'on est quand même très proche de la mer, là. Et en déprimant à -3, -4, même j'ai le souvenir de -5 à Longeville, on risquait de faire venir le biseau salé. Bon, a priori, il n'y a pas eu de problème identifié de biseau salé dans ces secteurs-là, mais bon, on s'était quand même posé la question. Les forages qu'on a sur la bordure nord, dans le marais, en bordure, quand on remonte vers l'est, on trouve un biseau salé au fond des forages. Mais ça, c'est vrai que le Ok. biseau salé, on ne sait pas si c'est fossile ou si c'est. Et des datations, ça permettrait peut-être de préciser tout ça, mais non. Moi, je vois pas trop pourquoi on ne fait pas suffisamment de datation, parce que souvent on est réticent, ça coûte pas très cher, et c'est intéressant pour tout ce qui est phénomène hydrodynamique, transfert, etc. Et c'est vrai que souvent on délaisse un peu les datations. Moi, j'en parlais tout à l'heure, hein, sur un dossier où on a du mal à faire des datations par la collectivité, alors que ça coûte pas plus cher qu'une analyse chimique, hein, classique, hein. Alors il faut être prudent avec les datations, hein. Je ne dis pas que que c'est la panacée, hein. Souvent c'est des mélanges d'eau ou des choses comme ça, il y a des curiosités, hein. Mais c'est quand même une donnée intéressante. Bonjour, alors je sais pas si j'ai bien compris, en fait, sur les retenues, j'ai bien compris qu'on ne pompait plus dans la nappe. Après, ces retenues, elles sont sur le cours d'eau. Comment ça Non, fonctionne? non. Justement, j'ai bien précisé tout à l'heure que ces retenues, contrairement à des retenues collinaires que l'on va trouver, j'ai cité le Lot-et-Garonne, parce que le Lot-et-Garonne, je crois qu'il y en a 6000, ou enfin, c'est impressionnant. En fait, on barre le cours d'eau et on a des retenues. Non, non, ce sont des piscines ou des bassines, comme le disent les écologistes, hein. Ce sont des piscines qui sont sur le plateau, donc ils creusent un peu et puis ils font des digues. Donc, alors, il y a une retenue qui, 2000, alors, je crois que c'est en 2005, mais j'en suis pas sûr de la date, où dans le Dogger, au sud de Poitiers, Vivonne d'ailleurs, dont on a parlé il n'y a pas longtemps pour d'autres problèmes, à côté de la prison de Vivonne, il y avait une retenue qui a été faite et de mémoire 200 000 mètres cubes. Les retenues moyennes, d'après le rapport Martin qui date des années 2010 par là, c'était autour de 140 000 mètres cubes de stocké. Donc on parle de Sainte-Soline, 600 000 de mémoire. Et là, c'est une retenue à 200 000. Et quand ils l'ont rempli, comme on était dans le Dogger sur le karst, en hauteur, hein, donc sur le plateau, le Clin passant en contrebas très, très loin quand même. Il y a eu la retenue, ils ont commencé à la remplir, 90 mètres cubes, 90 000 mètres cubes se sont déversés en une nuit, puisque le fond a lâché à travers le karst et a rejoint le Clin. Heureusement, il y a pas eu de casse, en fait, trop. On a retrouvé l'eau dans le Clin, mais tout est parti dans le karst. Ça, c'est un phénomène, un paramètre. Quand on regardait à l'époque les projets de retenue, les études géotechniques descendaient jusqu'à la partie à décaisser, mais pas dessous. C'est-à-dire que, alors nous, on donnait toujours un avis, faites attention, votre retenue dans le quart du Dogger, alors c'est moins vrai, hein, pour le Jurassique supérieur qui est marneux, mais pour le quart du Dogger, comme les rivières, je l'ai dit tout à l'heure, sont très encaissées dans ce karst, on peut avoir des phénomènes de rupture, et c'est ce qui s'est passé. Donc 90 000 mètres cubes, et je me rappelle à l'époque, le ministre était descendu, c'était Guillaume Pelletier, je crois, ministre de l'Environnement, qui était descendu pour voir la retenue. Et puis quelques années après, et je crois qu'elle est toujours là, la retenue. Et quelques années après, la DDT me demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette retenue? Est-ce qu'on ne peut pas en faire une décharge? Donc, bon, et je Mais, crois qu'elle est toujours là, à côté de la prison, quand vous passez sur la route à Angoulême, Bordeaux. mais pour remplir la retenue, il faut quand même un bassin versant assez conséquent quand même pour remplir ces volumes. C'est ça que j'ai du mal Mais là, à visualiser en je fait. pense je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il avait rempli avec des forages, ouais. Les retenues dont on parle, elles sont remplies par des forages en général, hein, pas Oui, toutes, donc mais la plupart. c'est ce qu'ils appellent les bassines. Donc on est d'accord. Donc Voilà, ils voilà. Et ce recherchent sont sur une nappe haute des réservoirs en hauteur déconnectés effectivement. D'accord, ok. c'est complètement déconnecté de la rivière. Il n'y a pas de rivière D'accord. du tout. Enfin,
parfois des prélèvements en rivière, hein, pour alimenter les retenues, notamment sur le milieu en courance, hein, mais généralement, c'est les forages qui remplissent les retenues. Mais sur cette gestion de l'eau, je vais vous donner mon opinion. Moi, je pense qu'effectivement, on résoudra pas, on s'adaptera pas au réchauffement climatique sans essayer de stocker l'eau en hiver, hivernal pour le réutiliser en été. Et j'en profite pour dire qu'il y a à la prochaine présentation. La prochaine présentation aura lieu en juillet. C'est un thème très proche puisque là, il s'agit de problèmes de seuil et savoir quel est l'impact de la politique de faire sauter ou de ménager ou de réduire les seuils par rapport au stockage derrière le seuil, stockage de la nappe, des zones humides, etc. Et ça, j'ai pas vu beaucoup d'études d'impact sur cette dynamique, dans la mesure où l'hydrogéologue travaille dans le temps, tandis que l'hydrologue travaille un peu sur l'observation des débits instantanés, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut inclure la notion de temps, de tampon que font les zones humides ou les nappes dans la circulation des eaux.